Il est tout juste 19h heure d'Alger, vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette édition de ce dimanche 4 mai 2026. Tout de suite les titres de l'actualité. À la une ce soir, le détroit d'Ormuz connaît une escalade majeure malgré le cessez-le-feu du 8 avril dernier. La mise en œuvre de l'opération Project Freedom par Washington visant à escorter le trafic civil a déclenché une riposte immédiate par Téhéran. L'Iran a officiellement enjoint les États-Unis de renoncer au langage de la menace, jugeant cette approche inefficace face à sa souveraineté nationale. Et puis l'intensification des frappes sionistes dans le sud du Liban atteigne un nouveau pic ce lundi, compromet gravement la trêve du 17 avril. Le Hezbollah dénonce une agression persistante. Ce soir, focus sur la situation critique à Gaza en proie à un génocide, un blocus prolongé. On mettra en lumière dans cette édition l'épuisement extrême des populations civiles à huis clos. Et puis, le général d'armée Saïd Chengreh a inauguré ce lundi à Alger le séminaire national portant sur l'approche algérienne de consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec le dossier iranien. La marine iranienne aurait forcé un destroyer américain à faire demi-tour dans le détroit d'Ormuz. Selon la télévision d'État, Téhéran aurait frappé un navire. Une information démentie par le commandement américain. Ces tensions liées à un blocus iranien du trafic pétrolier ont été suivies par la décision du président américain Donald Trump d'escorter des navires civils. Téhéran a officiellement mis en garde Washington contre toute incursion dans le détroit d'Ormuz, réaffirmant sa souveraineté sur cette zone stratégique. Le général Ali Abdoulaye a précisé que la sécurité du transit demeure sous la coordination exclusive des forces iraniennes. Cette déclaration fait suite à l'annonce du président américain Donald Trump visant à lancer une opération navale pour débloquer les navires immobilisés par le conflit régional. Et le ministère pakistanais des Affaires étrangères a confirmé le transfert de 22 membres d'équipage du port conteneur iranien Tuska, arraisonné le 19 avril par les forces américaines pour violation présumée de blocus. Cette initiative, qualifiée de mesure de confiance par Islamabad, précède leur rapatriement officiel vers l'Iran ce lundi. Il rançonne Washington d'abandonner son langage de la menace et ses exigences excessives. Téhéran rejette les ultimatums américains sur la réouverture du détroit d'Ormuz, affirmant que les États-Unis ne peuvent plus leur politique malgré un plan de paix iranien. En attente, le blocus naval américain paralyse le dialogue face aux pressions. L'Iran avertit qu'une reprise du conflit est désormais probable, transformant potentiellement le Golfe en zone de confrontation majeure. Ce qui est clair, c'est que le monde n'accepte ni les revendications humanitaires des États-Unis, ni ne croit que ces derniers puissent sortir de ce bourbier qu'ils ont eux-mêmes créé et qui a engendré de nombreux problèmes pour notre région, pour l'Amérique elle-même et pour la communauté internationale. En répétant les erreurs du passé, les Américains auraient dû tirer les leçons de cette expérience. Face à la nation iranienne, ils ne peuvent recourir au langage de la menace et de la coercition. Et l'Iran affirme qu'il est le seul garant de la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Il dénonce l'influence déstabilisatrice des États-Unis et exige une coordination obligatoire des navires avec les autorités iraniennes pour naviguer sans risque. Jusqu'au 28 février, le détroit d'Ormuz était une voie de navigation internationale sûre et sécurisée, sans aucun incident. La communauté internationale doit demander des comptes aux États-Unis et au régime iranien pour l'insécurité qu'il impose sur cette voie maritime, pour les problèmes qu'il engendre et qui se font sentir dans le monde entier, et doit empêcher les États-Unis d'aggraver la situation. Les navires, les armateurs et les compagnies maritimes
savent pertinemment que leur sécurité exige une coordination avec les autorités compétentes de la République islamique d'Iran. Pour Téhéran, les États-Unis bloquent la diplomatie par des exigences excessives et des positions instables. Toujours selon Téhéran, cette attitude jugée destructrice envers l'OPEP et la région rend tout compromis difficile. Le problème est uniquement dû à la conduite très destructrice des États-Unis, qui a empêché jusqu'à présent le processus diplomatique d'aboutir à un résultat avec l'administration américaine actuelle. Qu'un pays agisse de manière négative ou en représailles envers la région ou envers les États membres de l'OPEP n'est en aucun cas constructif. Il n'est pas facile d'abandonner l'habitude des États-Unis de formuler des exigences excessives et des demandes déraisonnables. Par conséquent, nous sommes toujours confrontés à une partie qui change constamment de position et soulève des questions susceptibles, en pratique, de nuire à tout processus diplomatique. À Téhéran, la méfiance envers Donald Trump atteint son paroxysme face à l'escalade militaire dans le détroit d'Ormuz. Les habitants et les autorités dénoncent une stratégie de force jugée imprévisible et illégitime. Ce climat de tension fragilise tout espoir de dialogue diplomatique au cœur d'une zone maritime sous haute surveillance. Maria Chouillard. Le détroit d'Ormuz, une zone hautement sensible et passage stratégique par lequel transite près de 25% du pétrole mondial, est devenu ces derniers jours le symbole d'un bras de fer géopolitique aux répercussions internationales. Dans ce face-à-face entre Téhéran et Washington, les pressions diplomatiques et militaires se multiplient pour sécuriser cette route stratégique. À Téhéran pourtant, le temps est loin d'être alarmiste. Dans les rues de la capitale iranienne, les habitants affichent leur fermeté face aux pressions américaines. Je ne pense pas que Trump se soucie d'autre chose que de ses propres intérêts et des transactions financières auxquelles il participe. De plus, c'est quelqu'un qui dit une chose et fait le contraire et qui n'est absolument pas attaché à ce qu'il dit. Comme le disait aussi notre défunt leader suprême, on ne peut pas compter sur lui, ni l'engager dans des négociations ou un dialogue. La population iranienne dénonce ce qu'elle qualifie de diplomatie de force et remet en cause la crédibilité du président Donald Trump. Entre attachement à la souveraineté nationale et rejet de toute ingérence étrangère, les Téhéranais affichent une même volonté, éviter que les États-Unis se mêlent de leurs affaires. Le commerce et l'économie sont intimement liés au détroit d'Ormuz. Si ce détroit est fermé, ou même si 2 porte-conteneurs coulent, cela affecte les cargaisons. Tout finit par couler, les marchés seront plongés dans le chaos et les commerçants seront confrontés à de graves difficultés. Je tiens à ajouter que Trump n'est pas une personne normale. Soit il ne tient pas ses promesses, soit lorsqu'il parle, il ne prend aucune décision rationnelle. Il agit impulsivement. Face aux soubresauts géopolitiques et aux pressions économiques, Téhéran réaffirme son refus catégorique de plier devant les diktats de la diplomatie de force américaine. Pour une large part de la population, la souveraineté nationale demeure un pilier inviolable et l'Iran entend forger son avenir hors de toute tutelle étrangère. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et son homologue iranien, Abbas Araghchi, se sont entretenus par téléphone sur la désescalade dans le Golfe. Téhéran a présenté ses démarches diplomatiques tandis qu'Alger a réaffirmé la nécessité d'une solution politique pour la stabilité régionale. L'Algérie a réitéré sa ferme conviction quant à la nécessité de consentir tous les efforts possibles pour parvenir à une solution diplomatique à ce conflit ayant impacté l'ensemble de la région et appelé pour le renforcement du cessez-le-feu actuel afin de bâtir un processus de paix durable. Et lors d'un entretien téléphonique dimanche, le vice-premier ministre pakistanais Mohammad Ishaqdar et son homologue iranien Sayed Abbas Araghchi ont analysé la situation régionale. Islamabad a réaffirmé son engagement diplomatique pour faciliter le dialogue entre Téhéran et Washington, saluant ses efforts de médiation. L'Iran a reconnu le rôle constructif du Pakistan en faveur d'une stabilité durable dans la région.
Direction le Liban à présent où le ministère libanais de la Santé a annoncé la mort de 6 personnes suite à des frappes sionistes sur plusieurs localités à Yamar, à Shakif, à Nabatieh. 4 Libanais ont été assassinés lors de raids intensifs. Ces attaques constituent de nouvelles violations du cessez-le-feu par les forces d'occupation. Et le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a condamné les opérations sionistes persistantes au Liban malgré la trêve et réitéré son refus de négociations directes entre l'occupation et son pays. Dans un discours écrit diffusé par la chaîne Al-Manar, on pouvait lire, je cite, « Il n'y a pas de cessez-le-feu au Liban, mais une agression israélo-américaine continue ». Fin de citation. En Palestine occupée, le bilan du génocide sioniste contre la bande de Gaza atteint désormais 72 612 martyrs et 172 457 blessés, principalement des femmes et des enfants. Au cours des dernières 24 heures, 2 nouveaux martyrs et 9 blessés ont été signalés alors que de nombreuses victimes restent sous les décombres. Depuis le cessez-le-feu du 10 octobre, 832 Palestiniens ont péri et 2354 ont été blessés, tandis que 767 corps ont pu être récupérés. Et ce lundi, des funérailles se sont tenues à Gaza pour un Palestinien assassiné la veille par des tirs des forces sionistes. D'après des sources médicales, le génocide persiste dans l'enclave palestinienne malgré l'accord de cessez-le-feu d'octobre 2025. Le bilan s'élève à au moins 800 martyrs côté palestinien depuis la trêve, tandis que l'entité sioniste déplore l'élimination de 4 soldats lors de ripostes palestiniennes. J'ai perdu mon frère qui avait 42 ans. Il est parti hier matin à 7 h chercher de la nourriture pour ses enfants au nord de Gaza, dans notre quartier près de l'école américaine. Nous l'avons perdu. Je suis sortie ce matin et je l'ai trouvé mort. La guerre n'a pas cessé du tout. Il n'y a pas de trêve humanitaire, rien de tout cela. Cette trêve humanitaire ne s'applique absolument pas à nous. Chaque jour, nous avons des martyrs, des blessés et des malades. Et la réalité des familles déplacées à Gaza n'a guère évolué malgré le cessez-le-feu en vigueur dans les camps de fortune. Le quotidien est marqué par la pénurie, le manque de ressources et l'épuisement. Amalam Zitouni. Ces tentes claquées par les rafales de vent, usées et déchirées, servent d'abri pour des milliers de Palestiniens à Zawaïda, au centre de Gaza. Sabah Marouf occupe l'une de ces tentes. Un abri qui ne lui apporte aucune protection. Ni du froid, ni de la chaleur, ni des rats qui rongent le tissu et aggravent les conditions de vie déjà précaires. On ne peut pas y rester, ni en hiver, ni en été. Les rats rongent les tentes toute la nuit. Ils les déchirent. Si quelqu'un a 2 tasses de riz ou de farine, il se réveille et découvre que les souris les ont gâchées et ont ruiné sa tente. Notre situation est tragique. Nous vivons sous des tentes. Nous portons et transportons de l'eau. Nous faisons la queue à la soupe populaire. Nous sommes humiliés. S'ils nous apportent de la nourriture, nous mangeons. Sinon, que Dieu nous vienne en aide. Dieu merci. À proximité de Sabah, les gens font la queue devant une cantine solidaire, attendant de petites portions de soupe. La crise humanitaire dans l'enclave a atteint un stade critique. Malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, les Palestiniens souffrent le martyre. Nous vivons grâce à l'aide alimentaire. Nous l'attendons et si nous recevons de la nourriture, nous mangeons. Sinon, nous survivons avec du pain, car nous n'avons pas d'argent pour acheter de la nourriture. La situation est difficile, nous vivons avec très peu. La vie est totalement insupportable. Il n'y a ni nourriture, ni boisson, ni eau, rien. La situation est mauvaise. Nos vies sont épuisantes. Une famine imminente, des déplacements massifs, des habitations détruites. L'accès à l'aide est extrêmement restreint, provoquant des pénuries graves de nourriture, d'eau potable et de médicaments, avec des infrastructures de santé largement hors service. La crise humanitaire à Gaza atteint un niveau de désespoir sans précédent.
Et le bureau d'information des prisonniers rapporte l'arrestation de 13 Palestiniens, dont 8 frères, en 24 heures. En Cisjordanie s'est occupée. Ces opérations concentrées sur Al-Qalqaliya et Al-Khalil s'accompagnent de violences systématiques, d'intimidation et de destruction matérielle. Pour rappel, depuis le 7 octobre 2023, le bilan global des interpellations dépasse désormais les 23 000 individus à travers le territoire. Et lors de la messe à la basilique Saint-Étienne, à la Quds occupée, les fidèles ont exprimé leur solidarité envers la religieuse française agressée mardi dernier par un extrémiste. Bien que choquée, l'Assemblée souligne que cet acte s'inscrit dans une recrudescence préoccupante des hostilités visant les communautés chrétiennes. Moi, je suis arrivée donc il y a une dizaine d'années. Et il y a une dizaine d'années, disons une fois par année, quand je sortais en habit comme ça religieux, il y avait en général souvent des ultra-orthodoxes ici, mais pas que, juifs qui nous crachaient à côté de nous, voilà. Pas sur nous, à côté de nous. Bon, on n'y faisait pas vraiment attention parce que c'était tellement isolé que finalement, c'était pas agréable, mais c'était pas quelque chose de grave. Et puis il y a 3-4 ans en arrière, ça s'est amplifié. Et donc maintenant c'est à peu près journalier, quotidien quand on sort. Donc les gens crachent à côté de nous. Dans le reste de l'actualité de ce journal en Algérie, le général d'armée Saïd Chengreham, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inauguré ce lundi à Alger le séminaire national sur l'approche algérienne pour la paix en Afrique devant un parterre de hauts responsables civils et militaires. Il a souligné que les crises sécuritaires en Afrique ne résultent plus seulement de facteurs internes, mais sont désormais façonnés par des agendas extérieurs qui ont transformé certaines crises africaines en des arènes ouvertes pour la recomposition des équilibres des forces et d'influence. لم تعد المعضلات الأمنية في إفريقيا مجرد نتاج. Les dilemmes sécuritaires en Afrique ne résultent plus uniquement de facteurs internes, mais sont influencés par l'imbrication d'agendas extérieurs et ont transformé certaines crises africaines en théâtre ouvert pour redéfinir les équilibres de puissance et étendre l'influence où s'entrecroisent les impératifs de force, de ressources et de positions stratégiques au cœur d'une lutte d'apparence silencieuse aux enjeux profonds et aux outils multidimensionnels. Ce paysage gagne en complexité dans les zones de haute sensibilité géopolitique, où les conflits internes sont exploités par des agendas étrangers. Ces derniers tirent profit des faiblesses structurelles de l'État et des divisions politiques pour imposer de nouvelles réalités, soit en créant des entités parallèles, soit en encourageant des velléités sécessionnistes ou en légitimant par le fait accompli des arrangements privés de tout consensus national ou régional. لا تحظى بإجماع وطني أو إقليمي. L'Algérie prône une diplomatie africaine basée sur la souveraineté, le dialogue et des partenaires équilibrés, rejetant toute ingérence étrangère pour favoriser un espace continental stable et autonome. يأتي ذلك انسجاما مع التوجهات الكبرى. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des grandes orientations de la politique étrangère algérienne dans sa dimension africaine, prônée par M. Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'instar de la nécessité d'instaurer les fondements de partenariats équilibrés et de l'action africaine commune, le rejet des solutions extérieures imposées, la primauté de la logique du dialogue et le respect de la souveraineté des États. L'Algérie réaffirme constamment la responsabilité des États africains dans le renforcement de leur puissance nationale et la consolidation de leur immunité souveraine afin de contribuer collectivement à l'édification d'un espace africain sûr et stable, fondé sur le respect mutuel, la solidarité et des relations bilatérales mutuellement bénéfiques, loin de toute logique de dépendance ou d'aliénation.
Toujours en Algérie, l'attractivité du marché algérien s'est confirmée lors de la 28e édition du Salon Batimatech, marquée par l'annonce d'investissements étrangers d'envergure. Les opérateurs internationaux ont salué la dynamique de croissance et les perspectives prometteuses qu'offrent actuellement les secteurs stratégiques du BTP. Des groupes turcs, chinois et portugais intensifient leur déploiement en Algérie, privilégiant désormais des partenariats locaux durables pour ancrer leur présence industrielle. Le marché algérien, ça bouge, c'est très bien. Il y a beaucoup de demandes. Le pays, l'Algérie, il est en train de se développer beaucoup. Le marché, ça bouge. Les hommes d'affaires ici, ils aiment bien investir. Ils sont ouvriers, les nouveaux idées. C'est pour ça que nous sommes présents ici en Algérie aussi. Bien que ce soit notre première visite en Algérie, nous y avons déjà réalisé plusieurs projets. Cette fois, notre objectif est d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration avec les entreprises locales et de développer davantage notre présence, convaincus du fort potentiel du marché algérien et de ses perspectives prometteuses. C'est un pays qui a un grand futur avec des grands projets et on espère participer et aider à développer ces projets. Autre actualité dans ce journal, les autorités de la partie sous contrôle russe dans la province de Zaporijia ont annoncé la mort d'une personne suite à une attaque de drone ukrainienne sur la région. Dans une publication du gouverneur de Zaporijia, Ergevny Balistiki, il est précisé que les forces ukrainiennes ont lancé 18 attaques contre des localités de la province, faisant un mort et un civil blessé. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré son homologue slovaque Robert Fico pour aborder l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et renforcer la coopération bilatérale. Malgré les réserves de Fico sur la stratégie actuelle, un sommet intergouvernemental est prévu afin de structurer les échanges techniques et économiques. Et lors du sommet de la communauté politique européenne, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a souligné la nécessité pour les Européens d'accroître leurs efforts de défense. Il a reconnu les attentes persistantes de Washington concernant un partage plus équilibré du fardeau financier au sein de l'Alliance. Il ne fait aucun doute que les affaires internationales seront abordées. Comme vous le savez, comme nous le savons, la réaction européenne face à la situation actuelle au Moyen-Orient et à la campagne menée par Israël et les États-Unis contre l'Iran a suscité une certaine déception du côté américain. Et lors d'une conférence de presse à Prague, le président finlandais Alexander Stubb a souligné la valeur stratégique de l'Ukraine pour l'Europe. Selon lui, l'expertise militaire acquise par Kiev face à la Russie constitue un atout précieux pour renforcer les forces armées européennes. En Europe, nous devons cesser de penser que nous seuls aidons l'Ukraine. Nous devons nous demander comment l'Ukraine peut-elle nous aider. C'est pourquoi depuis le début, je défends ardemment l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et à l'OTAN. Aucune armée en Europe, ni même aux États-Unis, n'est capable de mener une guerre moderne comme le fait l'Ukraine actuellement. C'est pourquoi elle apporte une aide concrète au Moyen-Orient. En parallèle, son homologue tchèque Petr Pavel a critiqué les propos de Donald Trump, qualifiant l'OTAN de tigre de papier, jugeant ses déclarations nuisibles à la dissuasion collective et favorables aux intérêts du Kremlin. Tout affaiblissement de la crédibilité de la dissuasion ne remet évidemment pas en cause l'ensemble de l'Alliance. Si le membre le plus puissant de l'Alliance ou un de ses représentants affirme qu'il s'agit d'un tigre de papier, cela ne contribue certainement pas à renforcer sa crédibilité, d'autant plus que cette affirmation est inexacte. Il me semble essentiel que nous, en tant qu'alliés, fassions tout notre possible pour renforcer la crédibilité de notre dissuasion et que nous ne la mettions pas en péril, même par nos déclarations.
Parlons santé avant de clôturer ce journal. L'Organisation mondiale de la santé est intervenue en Atlantique suite à une suspicion de hantavirus, agent pathogène transmis par les rongeurs identifiés sur un navire de croisière après 3 décès. Le DIR Angst-Klug supervise actuellement la coordination de l'assistance médicale ainsi que les procédures d'évacuation. Si le risque pour la santé publique est jugé minime, l'organisation recommande néanmoins de maintenir la continuité des transports. Une évaluation rigoureuse de la situation se poursuit afin de garantir la sécurité sanitaire de l'ensemble des passagers. À bord du navire de croisière, c'est certainement une source d'inquiétude. Il est impératif de déterminer l'origine du virus. A-t-il été introduit en Argentine par certains passagers ou bien une source alimentaire commune à bord rend-elle ces personnes malades? En dehors du navire, il faut rappeler que les hantavirus sont présents dans le monde entier, dans la plupart des endroits où humains et rongeurs cohabitent. Le risque d'infection est donc bien réel. Il est essentiel que chacun prenne les précautions nécessaires pour limiter les contacts avec les rongeurs, et notamment leurs excréments qui contiennent souvent le virus infectieux et rendent les gens malades. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous. Tout de suite, retrouvez Karim Bouaziz pour votre émission L'échiquier international.